Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Je me présente, Tania Plateux, diététicienne nutritionniste chez Yakult. L'année dernière, Yakult a célébré ses 90 ans d'existence. Depuis toujours, notre mission est de mettre en lumière l'importance de la santé intestinale et plus particulièrement du microbiote, ainsi que son rôle dans la santé globale. Dans cette continuité, nous allons aborder aujourd'hui la nutrition et la santé intestinale du sportif, principalement du sportif d'endurance. Que vous soyez un jogger assidu, un trailer, un jogger du dimanche ou que vous prépariez les 20 km de Bruxelles, dont nous sommes d'ailleurs partenaires depuis 4 ans, votre alimentation et votre santé intestinale auront un impact sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Pour aborder ce sujet aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Serge Peters, diététicien nutritionniste, spécialisé dans la nutrition du sportif. Il accompagne des athlètes de haut niveau dans différentes disciplines et aujourd'hui, il va partager avec nous les bases essentielles de l'alimentation du sportif. Avant de lui laisser la parole, petit détail pratique, le chat est ouvert, vous pouvez y poser toutes vos questions, mais comme vous êtes nombreux, nous allons les regrouper par thématique et je les poserai à Serge en votre nom en fin de session. Sachez également que vous allez recevoir le replay dans le courant de cette semaine. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Voilà Serge. Voilà. Merci. Je vais d'abord partager l'écran. Comme ça. Un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Tania, tu peux me confirmer? Oui. Tania, tu peux me confirmer que tu vois l'écran? Oui, oui, on voit parfaitement l'écran. Parfait, ça va. Voilà, bonjour à tous et tout d'abord, merci d'être venus si nombreux et merci également à Tania et à Yakult de me donner l'occasion de parler de l'alimentation du sportif. Hein. C'est un grand sujet que sur lequel j'adore m'exprimer et notamment par rapport aux 20 km de Bruxelles. Alors, ici, aujourd'hui, nous allons voir quoi? D'abord, des conseils pratiques. J'illustrerai notamment de temps en temps de la théorie, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez ressortir avec une liste de conseils que vous allez pouvoir mettre en application, notamment lors de vos prochaines courses et notamment pour les 20 km de Bruxelles. Nous aborderons quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter. Et d'autre part, quelques mots sur l'intestin et notamment ce fameux tube digestif, comment allons-nous pouvoir l'entraîner et d'autre part, que penser notamment des microbiotes. Alors, plongeons-nous dans l'histoire. L'histoire, il faut savoir que lors notamment de l'histoire des Jeux Olympiques de l'Antiquité, on pensait qu'il fallait manger certains animaux particuliers pour pouvoir être performant. Et en fonction de la discipline que vous pratiquiez, il fallait manger un animal précis. Exemple, dans ce cas-ci, pour les coureurs à pied, il aurait fallu manger de l'antilope. L'entraînement, c'était bien sûr de l'attraper. Alors vous allez bien sûr dire que c'est quand même un peu aberrant et que malheureusement, on constate qu'il y a encore plein de croyances qui datent de cette époque où en fonction de ce que je mange ou de ce que j'ai fait comme discipline, par exemple, j'ai beaucoup de force, certains vont dire que je dois manger beaucoup de protéines et notamment de viande rouge, alors que les coureurs d'endurance vont dire ah non, 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 pas de viande rouge, c'est bon pour les sportifs de force, mais pas pour moi. Et donc, il y a énormément de croyances et ces croyances sont notamment véhiculées et se maintiennent notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quand même une étude que j'adore sur les réseaux sociaux, c'est celle-ci, qui indique que 86% des posts ne sont pas basés sur la science. Mais en fait, plus de 90% des posts sont promotionnels. Et effectivement, il y a un énorme marché. Et bien souvent, ils vont confondre science et evidence-based, ce qu'on appelle, nous, le niveau de preuve suffisant, et le marketing. Ce n'est pas parce qu'on va vous dire que 70% de l'alimentation, c'est la performance, que pour ça, sur une base scientifique, c'est valable comme message. Et donc, tous ces influenceurs, attention, il faut se méfier de ces influenceurs parce que finalement, ils n'ont pas toujours des bases suffisantes, ils ont souvent une manière très intéressante de communiquer, ce sont des experts en communication, et donc attention. Néanmoins, petit détail, si vous faites bien attention, notamment à cette
d'IA, eh bien, vous verrez que quand j'ai tapé ici influenceur, nutrition sportive et endurance, vous voyez toute une série d'influenceurs apparaître et faites bien attention parce que ici, c'est moi. Eh bien, je suis très flatté de savoir que je suis juste derrière Thibaut InShape, qui lui, quand il dit quelque chose, il a directement des centaines de milliers de vues. Et moi, quand je mets quelque chose, j'ai péniblement 10 vues. Donc, mais finalement, Google me classe comme influenceur. Mais soyons sérieux un instant. En fait, les instances officielles, que ce soit notamment le Comité olympique international, la Fédération internationale d'athlétisme, la FIFA, ont tous émis notamment des recommandations. Et ces recommandations disent que si vous avez une bonne alimentation, cela va permettre d'optimaliser votre programme d'entraînement. Vous aurez également la capacité de vous améliorer, tant au niveau de la récupération, pendant, entre les entraînements, les stages, les compétitions. Vous aurez également la possibilité d'avoir un poids idéal, un physique adapté à la discipline que vous pratiquez. D'autre part, cela va permettre de réduire certains types de blessures et notamment de réduire les troubles du comportement alimentaire qui sont souvent légion dans les sports d'endurance. De garantir une bonne préparation pour les compétitions, pour les courses, être capable aussi de performer. Et quelque chose que j'avais adoré également dans ces rapports, c'est qu'ils avaient bien dit également que manger doit rester un plaisir. Et de plus en plus, on revient sur un élément de base, c'est-à-dire que c'est la food first approach. D'abord et avant tout l'alimentation. D'abord et avant tout le fait de bien manger, bien s'alimenter. Les compléments alimentaires, on pourra en parler éventuellement dans les questions-réponses si vous désirez, mais en fait, les compléments alimentaires, c'est entre 0 et seulement peut-être 1% de la performance. Alors bien sûr, pour vous, c'est peut-être pas important dans le cadre où si moi je fais les 20 km de Bruxelles, voilà, mon record c'est 2h01. Peut-être que si j'améliore d'1%, je passerai en dessous des 2 heures, je serai très content, mais ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, si vous regardez notamment lors des derniers Jeux Olympiques, au niveau du marathon olympique, eh bien entre le premier qui a reçu une médaille d'or, mais le 10e qui n'avait même pas accès au diplôme olympique, eh bien il y avait moins de 1%. Donc, dans certaines situations, c'est important, mais voyons d'abord la base alimentaire. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que je travaille notamment pour le suivi des sportifs de haut niveau au niveau de l'ADEPS Pro, et voici une charte que j'ai élaborée qui permet aux athlètes de pouvoir finalement vérifier si, en respectant ces différents principes, est-ce qu'ils arrivent à avoir déjà une bonne base alimentaire. Et voici, la première chose, c'est de respecter la pyramide alimentaire. Oui, la pyramide alimentaire est vraiment le socle de l'alimentation. Si vous faites attention, il y a une nouvelle pyramide alimentaire qui est sortie en septembre 2025. Et donc, reprenez-la. Vous verrez que si vous la suivez, ce sera parfait. Il va falloir choisir de boire de l'eau et d'avoir des urines claires. On verra ça plus tard. Nous verrons quel est le petit déjeuner, notamment le jour de la compétition, que les fruits et légumes sont importants tous les jours pour avoir notamment des vitamines, des minéraux qui vont intervenir dans le relâchement musculaire, dans la contraction musculaire, dans la récupération, dans la limitation de l'oxydation musculaire. D'autre part, on prendra des produits laitiers. On n'oubliera pas de varier les apports en protéines animales et végétales, de choisir de bonnes graisses, car le bon gras, c'est important, mais par contre, de limiter tout ce qui est le gras saturé et notamment le gras caché, ainsi que les sucres cachés ou ajoutés dans certains aliments. Enfin, on abordera ça brièvement, la notion de collation avant l'entraînement, avant la compétition. Qu'est-ce qu'une bonne compétition? Qu'est-ce qu'une bonne hydratation? Excusez-moi. Et puis, la récupération et notamment un petit mot sur les compléments alimentaires. Alors, parler des 20 km de Bruxelles, des sports d'endurance, on pourrait en parler des heures et des heures. Aujourd'hui, je vais plutôt me limiter à 4 priorités. La première, c'est bien sûr de parler de l'apport en énergie, et notamment principalement l'énergie glucidique. On verra pourquoi. De parler de l'hydratation, de la récupération et du confort digestif. Alors, commençons notamment par cette notion de performance. Car bien entendu, en fait, vous êtes tous des voitures de course. Alors, il y a voiture de course et voiture de course. Mais toute voiture de course a besoin d'un bon carburant. Si vous avez déjà eu le malheur de vous tromper notamment et de mettre du diesel dans de l'essence ou inversement, eh bien, vous voyez que ça va fumer noir et vous n'allez pas avancer, la voiture va pétarader, ce ne sera pas une bonne idée. Donc, dans le cadre d'une voiture de course, eh bien, on va choisir un carburant qui sera bien adapté et qui permettra d'être performant, notamment au niveau du moteur. Mais votre moteur, à vous, qu'est-ce qu'il utilise comme carburant? En fait, il est plus intelligent que n'importe quelle voiture parce que finalement, il est capable d'avoir toute une série de substrats différents.
Substrat, ça veut dire des apports en énergie. Il faut savoir que le muscle n'est capable d'utiliser qu'un seul carburant, c'est l'ATP, adénosine triphosphate. L'adénosine triphosphate, on en a à peu près 4 secondes. Ça va nous permettre de faire des sprints excessivement rapides. Type Usain Bolt, les 40 premiers mètres, c'est ce qu'il va utiliser. Mais après, nos réserves s'épuisent. Et malheureusement, le muscle n'est capable que d'utiliser que de l'ATP. Donc, il va falloir recharger nos réserves d'ATP par notamment une autre molécule qu'on appelle la créatine phosphate. Cette créatine phosphate, elle va permettre de recharger nos réserves en ATP, mais pour une durée de 10-20 secondes maximum. On va dire que là, c'est quand vous êtes, par exemple, sur les 20 km et notamment le sprint final. Voilà, c'est vraiment un exemple. Ou éventuellement, pourquoi pas, dans les montées au niveau, par exemple, des tunnels de l'avenue Louise. Là, ce sont quelques éléments où vous allez devoir vraiment sprinter pour éventuellement accélérer le pas. Ça, c'est un élément. Mais les 20 km de Bruxelles, ce n'est pas que 20 secondes. Donc, il va falloir trouver d'autres sources d'énergie. L'autre source énergétique, c'est notamment d'utiliser les fameux lactates. Car oui, effectivement, quand vous allez faire un effort un peu plus important, de l'ordre de 2 minutes à peu près, vous allez produire notamment des lactates. Et ces lactates vont produire également, enfin il va y avoir des lactates, mais également de l'acidité. Et c'est ça qui donne notamment cette sensation de brûlure au niveau du muscle, où vous avez envie de vous arrêter. Et donc, en fait, ces lactates, vous allez les produire dans tout effort à très haute intensité. Là, par exemple, vous dites, je vais vraiment pour l'avenue Tervuren, j'ai envie de me donner à fond, je vais monter, ma fréquence cardiaque va s'élever, on va voir aussi que ma capacité respiratoire, elle va diminuer, je n'arriverai pas à utiliser tout l'oxygène. Et quand vous arriverez au sommet de l'avenue Tervuren, vous aurez mal aux muscles. Ça, c'est vraiment les lactates. Et puis, vous allez principalement utiliser ce qu'on appelle la voie aérobie. La voie aérobie, en fait, nous avons deux types de carburants. Et ces deux types de carburants, tout dépend de l'intensité. Donc, si je reprends ici le moteur, vous allez pouvoir mettre du carburant. Soit vous allez mettre des glucides, et les glucides, c'est quoi? Ce sont par exemple les féculents ou les sucres. Et ça, ce sont ce qu'on appelle c'est de l'énergie à haute intensité. Donc, vous allez plutôt être en mode Formule 1. Par contre, vous pourriez utiliser les graisses de votre corps. Et les graisses dans votre corps, alors il y a une bonne nouvelle, c'est que généralement, même si vous n'avez pas de problème de poids, vous avez la capacité de courir pendant à peu près 120 heures sans vous arrêter. Mais vous ferez plutôt comme cette petite de chevaux qui ne va pas aller très très vite. Hein, elle a déjà un bon niveau, mais elle n'ira pas très très vite. Mais par contre, elle pourra rouler certainement très longtemps. Donc nous, on va s'intéresser à ce supercarburant. L'inconvénient, c'est que ce supercarburant, vous en avez dans les muscles et vous en avez dans le foie. C'est ce qu'on appelle les réserves en glycogène. Ce glycogène, c'est vraiment votre carburant d'énergie. Et ce glycogène, en fait, vous n'en avez que pratiquement pour pouvoir courir. Tout dépendra notamment de votre alimentation en 30 minutes et 1h30. Alors, si vous faites les 20 km de Bruxelles et que vous visez l'heure, c'est très bien, vous pourrez utiliser toutes vos réserves en glycogène. Si maintenant, vous envisagez de courir plutôt en 2 heures, voire peut-être même un peu plus, vous n'aurez pas assez de réserves en glycogène. Même avec le meilleur régime de surcharge en glucides, nous verrons ça un peu plus loin, vous aurez d'office un problème. Donc, pendant la course, il va falloir alimenter, continuer à ravitailler avec des glucides pour éviter cette fameuse hypoglycémie. Autre notion qu'on me demande souvent, mais combien je dépense de calories pendant les 20 km de Bruxelles? En fait, dans ce cadre-là, il y a une formule très simple. Une formule simple, donc elle pourrait être plus précise, mais déjà pour vous, dites-vous que vous dépensez généralement 1 calorie par kilomètre parcouru par kilo de poids corporel. Cela signifie, imaginez, vous pesez 50 kg, vous allez courir 20 km, vous dépenserez l'équivalent de 1000 calories sur la partie course à pied. Et si vous regardez, si maintenant vous pesez 75 kg, cela représentera à peu près 1500 kilocalories. Donc revenons finalement sur notre énergie. La première chose, c'est notamment, je pense que vous connaissez, et lors de vos entraînements, vous utilisez certainement, vous connaissez ce slogan, no pain, no gain. Et en fait, moi, je vais le traduire en mauvais anglais par pas de pain, pas de gain. Alors, rassurez-vous, je parle mieux anglais que ça, mais pas de pain, pas de gain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie, de glucides, de féculents, de fruits et autres pour pouvoir avoir un gain d'énergie. Car le risque, notamment lors des 20 km de Bruxelles et de toute autre course de ce genre, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. Alors l'hypoglycémie, certains savent exactement ce que c'est. Veuillez m'excuser.
L'hypoglycémie, c'est par exemple quand vous avez par exemple des maux de tête, vous allez avoir une sensation de fatigue, la vue qui va être un peu trouble ou éventuellement des vertiges, une transpiration un peu particulière, une sensation de faim ou pourquoi pas aussi des changements d'humeur. En une fois, vous auriez tendance à vouloir pleurer ou au contraire à devenir particulièrement énervé. Et dans ce cadre-là, il va falloir anticiper cette hypoglycémie par une consommation régulière de sucre, mais également de veiller à ce que le petit déjeuner et l'alimentation de la veille soient déjà riches en glucides. Comme je vous le dis, si vous êtes à plat, eh bien, ça va avoir un impact tant sur le muscle et que sur le cerveau, avec une sensation de fatigue extrême, d'incapacité à penser, et c'est le crash. Mais quelle quantité de sucre faut-il? Ça, c'est la question sur laquelle on doit revenir. C'est qu'en fait, tout dépendra de la durée de l'intensité. Alors, ce tableau peut sembler un petit peu complexe, mais c'est un tableau qui est essentiel et qui est bien connu par tous les professionnels de l'alimentation et de la santé et de la nutrition. C'est le tableau qui définit ici la quantité de sucre à consommer. Qu'est-ce qu'il est marqué? Que si vous faites un effort de moins d'1 heure, vous n'avez besoin de rien, normalement, pas à part de l'eau. Vous n'avez pas spécialement besoin de glucides, à condition d'avoir pris un bon petit déjeuner, bien entendu, et que vous soyez à haute intensité. Par contre, à partir d'1 heure, il sera nécessaire d'avoir au moins 30 grammes de sucre par heure. Un morceau de sucre, cela représente à peu près l'équivalent de 5-6 grammes. Donc, vous voyez, à peu près, il faudrait l'équivalent de 6 morceaux de sucre. 5-6 morceaux de sucre. Si vous envisagez de faire un effort de 2 heures, il faudrait à peu près 60 grammes de sucre, 10 morceaux de sucre. Et cela, normalement, ce ne sera pas pour les 20 km de Bruxelles, mais vous voyez que, par exemple, dans certaines épreuves, nous montrons à du 90 grammes de sucre par heure ou 120 grammes de sucre par heure. 120 grammes, cela représente 20 morceaux de sucre à prendre toutes les heures. C'est important. Mais revenons ici sur notamment ce que nous allons avoir en majorité, des sportifs qui vont être entre 1 et 2 heures à peu près. Et donc là, on va voir qu'on a besoin de 30 grammes de sucre par heure jusqu'à 60 grammes. Mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, car il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai suffisamment de réserves en glycogène? Car si vous n'avez pas fait de bonnes réserves en glycogène, si vous n'avez pas eu l'habitude de manger suffisamment de glucides, ce qu'on appelle le carboloading, eh bien, on peut se poser des questions. D'abord, est-ce que c'est intéressant de surcharger mes réserves en glycogène hépatique et musculaire? Alors oui, on va dire que plus vous avez des réserves hautes en glycogène hépatique et musculaire, eh bien, ce sera intéressant, notamment, mais pour plutôt des efforts de plus de 60, voire même de plus de 90 minutes. Pour les 20 km de Bruxelles, c'est discutable. En fait, ce qui est discutable, ce n'est pas de faire la vraie surcharge comme le feraient les marathoniens. On va faire simplement un régime plus riche en glucides, en tout cas la veille de la course, éventuellement l'avant-veille. Mais il n'est pas nécessaire de prendre trop de glucides, car autrement, il y a également des risques, notamment d'être un peu plus lourd. Car chaque gramme de glycogène que vous avez dans le corps va capter 3 grammes d'eau. Donc, si vous avez l'équivalent de 500 grammes de glycogène, cela fera un poids excédentaire de 2 kg. Ce qui voudrait dire que vous seriez un peu plus lourd au départ, un peu plus pâteau, un peu plus lourd sur vos appuis, et peut-être une sensation de fatigue qui pourrait apparaître. Alors que notamment sur un marathon, on constatera qu'il y aura un avantage plutôt après les 20 km. Donc, finalement, faut-il faire un régime de surcharge glucidique? Non, pas spécialement. Augmenter la quantité de glucides? Oui, ça c'est important. Mais attention aussi, qui dit glucides à l'effort, vous avez entendu que dans certains cas, on monte à des 90-120 grammes. Je vous ai dit pour le 20 km de Bruxelles, il n'y a pas d'intérêt de monter aussi haut. Et d'autre part, manger beaucoup plus de glucides. Attention néanmoins à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, à avoir notamment cette prévention, parce que c'est important. N'oubliez pas aussi que si vous avez un mauvais état dentaire, vous risqueriez éventuellement d'avoir plus de douleurs, plus d'inflammation, plus de tendinite, plus de risque de blessure. Et donc, dans ce cadre-là, pensez peut-être à aller voir votre dentiste, peut-être avant la course des 20 km de Bruxelles. Et si vous prenez beaucoup de boissons sucrées ou de produits sucrés, eh bien, dans ce cas-là, veillez à avoir une excellente hygiène bucco-dentaire. Alors, premier point, c'est donc les glucides. On verra ça en pratique plus tard. L'autre point essentiel, c'est l'hydratation. Alors, quand on regarde cette photo, on voit cette sportive, donc dans ce cadre-là, c'est Gabriela Andersen, eh bien finalement, elle a plein de problèmes. Elle a des problèmes de fatigue cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau n'en peut plus. Elle a peut-être des problèmes de fatigue musculaire, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elle a peut-être envie de continuer à courir, mais ses jambes ne peuvent plus rien donner.
Elle a certainement de l'hyperthermie. On voit qu'elle est déshydratée, qu'elle a transpiré. Elle a certainement perdu pas mal de sel. Elle est certainement en hypoglycémie avec un manque de glycogène. Elle aura peut-être des notions de crampes, de lésions musculaires, de douleurs musculaires, de blessures. En fait, tout ceci, elle pourrait notamment l'améliorer par une bonne alimentation avant et pendant l'effort, mais également penser à une bonne hydratation avant et pendant l'effort. La première chose à faire quand on est sportif, c'est d'abord de se reposer la question, quels sont les signes et les symptômes de la déshydratation? Alors, je suis désolé, ce graphique est en anglais, mais il y a plein de paramètres qui peuvent vous dire déjà si vous êtes bien hydraté. Le premier, c'est peut-être simplement d'avoir la bouche sèche, éventuellement la langue un petit peu collante, ce genre d'éléments-là. Peut-être certains vont vous dire, j'ai des maux de tête, peut-être des problèmes de constipation, les yeux un petit peu enfoncés, ce genre d'éléments-là. Donc, il y a plein d'éléments qui vont vous dire si vous êtes bien ou pas hydraté. Ça, c'est déjà avant l'effort. Car si vous partez en étant déjà déshydraté, légèrement déshydraté, bien, malheureusement, pendant l'effort, vous n'arriverez pas à compenser les pertes et vous aurez de gros problèmes à ce moment-là, pendant la course. Alors, mais quel est l'impact notamment de cette déshydratation? Si je reprends notamment ce graphique, vous voyez ici l'aptitude à l'exercice, on est à 100% de ses capacités physiques. Si par exemple, je prends une situation d'une athlète qui pèse par exemple 50 kg, mais si elle perd 2% de poids de corps, c'est-à-dire dans ce cas-là 1 kg, eh bien que constatez-vous? En fonction des auteurs et des études, elle va perdre entre 10 et 20% de ses capacités physiques. Ça veut dire quoi? Qu'elle sera un peu plus lente, qu'elle aura plus de difficultés à récupérer et que finalement son temps sera certainement pas aussi bon. Mais la fille que vous avez eue précédemment, elle était certainement non pas à du 2%, mais certainement à du 5-6%. Et dans ce cadre-là, vous voyez qu'elle perd entre 30 et notamment 50% de ses capacités physiques, avec une nette diminution de la force musculaire, des problèmes d'endurance et apparition de crampes de chaleur. Rappelons-nous que généralement les 20 km de Bruxelles se parcourent ou se déroulent principalement quand il fait chaud. La plupart des années, sauf peut-être l'année passée, il a fait particulièrement chaud. Et donc, tous les gens qui vont courir, qui vont démarrer peut-être à 10h30, qui vont mettre plus de 2 heures, seront en pleine canicule ou à ce moment-là en pleine chaleur et auront plus de difficultés à pouvoir compenser les pertes hydriques et d'éviter l'hyperthermie. Donc, attention. Mais là, la plupart du temps, les sportifs disent « Oui, mais c'est bien, mais moi, quand j'ai soif, je bois. » Le problème, c'est qu'à l'effort, la sensation de soif est un marqueur tardif. Quand vous avez la soif qui apparaît, ça signifie que vous avez déjà perdu 2% de votre poids de corps. 2% de poids de corps, vous avez donc perdu déjà 10 à 20% de vos capacités physiques. Donc, il est donc nécessaire d'anticiper cette sensation de soif et de boire notamment avant que la soif, mais surtout en relation avec sa sensation de soif. Et dans ce cadre-là, je vous invite à retenir notamment ce slogan « Je transpire, donc je bois » et de le décliner. Je commence à transpirer par exemple à l'échauffement, je commence à boire. Je transpire beaucoup, je bois plus. Je transpire moins, je bois certainement moins. Et donc vraiment de l'adapter à votre situation, d'apprendre à connaître votre corps, d'apprendre à connaître votre taux de déshydratation. Mais autre élément que vous pourriez utiliser, c'est notamment ici de prendre exemple sur notre mascotte. Alors notre mascotte, Mannequin Peace, vous savez, épice claire, mais on peut dire que notamment, si vous regardez déjà la couleur de vos urines, si elles sont plus claires, alors j'ai tendance à dire deux choses, soit plus clair qu'un jus de pomme, ou éventuellement plus clair qu'une pils, ça signifie que vous êtes bien hydraté. Si ça ressemble à une limonade éventuellement ou à une trappiste, dans ce cas-là, vous êtes déshydraté. Et dès que vous êtes déjà au niveau 4, cela signifie que vous avez déjà perdu 10 à 20% de vos performances physiques. D'où l'idée, avant d'aller faire un entraînement, et surtout avant le départ des 20 km de Bruxelles, vérifiez la couleur de vos urines. Si vous voyez qu'elles sont particulièrement foncées, pensez à mieux vous hydrater avant. Mais comment savoir si je suis bien hydraté aussi? L'autre technique qui est beaucoup utilisée dans le monde du sport, c'est notamment la technique de la double pesée, qui va vous permettre finalement de personnaliser une stratégie d'hydratation. Et cette double pesée, c'est quoi? Vous allez utiliser simplement votre balance et vous allez vous peser avant, après l'effort, et si possible en tenue légère ou après passer à la toilette, ce genre d'éléments-là, et vous notez tout ce que vous avez bu pendant, les conditions, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de prendre à ce moment-là votre calculatrice et d'estimer, notamment ici, avec un petit peu de mathématiques, dans ce carnet de double pesée, eh bien, vous vous indiquez par exemple sur ce tableau les conditions climatiques qu'il faisait, température, ensoleillé, lourd, les représentations que vous avez, la durée et l'intensité,
le poids que vous aviez juste avant de démarrer, le poids après, la quantité d'eau que vous avez bu, vous pouvez éventuellement mesurer la quantité d'urine, les pertes finalement que cela donne au total, donc les pertes de sueur estimées, le débit de sueur. Et dans ce cadre-là, vous savez finalement quelle est la quantité de sueur que vous avez perdue et comment compenser. Vous avez tendance à perdre 500 millilitres quand il fait particulièrement chaud. Eh bien, vous devez vous dire que vous devez certainement boire un peu plus d'eau pour éviter notamment d'arriver à ces 2% de déshydratation. Donc ça, c'est vraiment le target, d'éviter les 2% de déshydratation. Une fois que vous avez défini notamment la technique par la double pesée, la question qu'on va se poser, mais que mettre dans sa gourde? Alors, sur les 20 km de Bruxelles, vous aurez notamment de l'eau de spa à différents ravitaux et vous aurez notamment une boisson pour sportifs. Mais vous pouvez toujours aussi, lors de vos entraînements, par exemple, tester des boissons maison. Alors, dans la théorie de la Food First Approach, c'est quoi la boisson maison qui fonctionne particulièrement? Voilà. Vous mettez 200 ml de jus de raisin, 300 ml d'eau, une pincée de sel, et vous avez une excellente boisson. Vous pourriez mettre éventuellement 3 cuillères à soupe de sirop de grenadine, une pincée de sel, ou éventuellement de faire, par exemple, pour l'instant, comme il fait un peu frais, pourquoi pas un peu de thé au miel, avec, pourquoi pas, du jus de citron, ou éventuellement un petit peu de menthe. Ça, c'est un élément. Et d'autres vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas envie de faire ma boisson maison. Est-ce que je peux aussi utiliser des boissons du commerce? Alors oui, mais il va falloir les analyser, parce que toutes les boissons du commerce ne sont pas équivalentes. Certaines sont tout à fait adaptées à l'effort que vous allez faire, d'autres seront peut-être adaptées pour des efforts plus intenses, plus longs, ou éventuellement en salle, et ainsi de suite. Donc dans ce cadre-là, je vous inviterai notamment, et comme vous aurez accès au replay, à avoir notamment ce document qui va vous permettre de définir si votre boisson correspond aux critères. Alors, les premiers critères, surtout, que vous allez regarder, c'est est-ce que la quantité de glucides est bien de 30 à 80 grammes par litre. Ça, c'est un élément important. Et donc, si vous faites un effort de plus d'une heure, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir mettre des glucides et choisissez une boisson entre 30 et 80 grammes. Plus proche de 30 quand il fait chaud, plus proche de 80 grammes par litre quand il fait particulièrement froid. Donc, aux 20 km de Bruxelles, on s'attend à ce qu'il fasse généralement chaud. Donc, choisissez une boisson 3, 4, 5 grammes, donc au pourcent plutôt, donc de 30 à 50 grammes par litre. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais l'autre élément essentiel, c'est d'apprendre à la tester. Parce que finalement, même la meilleure des boissons, si vous ne l'avez pas testée au préalable, si vous n'avez pas eu l'occasion de vérifier si vous aimez le goût, si elle ne donne pas des troubles digestifs, si elle vous convient, eh bien, dans ce cadre-là, ça risque d'être un gros problème. Et notamment, les troubles digestifs à l'effort sont majorés si on n'a pas eu l'occasion de tester. Autre élément à savoir aussi, c'est qu'il est important de rincer sa bouche. En fait, quand vous prenez la boisson, ce n'est pas de l'ingérer directement, c'est de la laisser peut-être et de la mâchouiller pendant 10 à 20 secondes. En fait, il y a plein de mécanismes, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent notamment de stimuler le centre de la récompense. C'est-à-dire que quand vous faites cela, vous stimulez le cerveau de manière positive, mais vous diminuez également les sensations d'influx de douleur que vous pourriez avoir au niveau des muscles. Donc, c'est important de bien mâchouiller. Ça permet également de mieux hydrater la bouche et notamment de mettre la boisson à température de la bouche. Alors, la grande question actuellement, c'est finalement que penser des électrolytes? Car finalement, ces électrolytes, c'est la grande mode. Alors, oui, ça peut être utile, mais les derniers consensus par rapport aux électrolytes, c'est que d'abord, vous regardez bien, il n'y a pas de glucides, donc ça ne peut pas contenir, ce n'est pas une boisson de l'effort, et en tout cas pour des efforts de plus d'une heure, ça ne conviendra pas, il faudra un apport en glucides. Alors à vous de l'ajouter ou éventuellement d'avoir une autre bouteille, ça c'est à vous de choisir. Mais surtout, le consensus actuel, c'est que ces électrolytes ne sont utiles que pour des efforts de plus de 3 heures, principalement quand il fait particulièrement chaud, que l'on transpire plus d'une heure, plus d'un litre par heure, et que généralement, on va également avoir, par exemple, tendance à boire de grandes quantités. Dans ce cadre-là, oui, les électrolytes sont indispensables. Mais pour les 20 km de Bruxelles, généralement, dans la boisson sport que vous allez faire, dans les pâtes de fruits, les gels, prenez de temps en temps un petit peu de sel dedans et vous verrez, cela compensera particulièrement cela. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est interdit de les prendre pour moins de 2 heures? Non, mais ce n'est pas non plus la panacée. Il n'y a pas que ça pour pouvoir avancer. Alors, nous avons abordé maintenant quelques éléments de théorie. Regardons un petit peu ce que cela donne dans la pratique, et notamment avant, pendant et après. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est que manger la veille de la compétition? Et bien sûr, ici, je vous donne des conseils, mais à vous également de le tester, de choisir peut-être le meilleur repas que vous pourriez faire la veille.
J'insiste, d'abord des potages. Des potages pour pouvoir avoir notamment un apport en magnésium, tel qu'un potage, par exemple, courgette, brocoli, qui va être riche en magnésium, qui va intervenir dans le relâchement musculaire. Ensuite, on va choisir notamment, alors c'est bien sûr souvent la pasta partie, on pourrait prendre ici un plat de pâtes avec du saumon, du brocoli, on pourrait choisir un risotto aux 2 jambons et courgettes, vous avez des recettes notamment sur mon site. Vous pourriez prendre notamment une escalope de poulet avec des pâtes, avec un petit peu de pesto, ou encore une recette qui fonctionne super bien, c'est un poulet pané au cornflakes, mais cuit au four, donc ce n'est pas du tout gras, avec un stump aux carottes, c'est parfait. On n'oublie pas une bonne hydratation. Et comme dessert, si vous avez encore faim, prenez notamment soit des morceaux de cake ou éventuellement des fruits, une salade de fruits, du riz au lait, et sans oublier encore une bonne hydratation. Mais attention à tout ce qui pourrait induire notamment des troubles digestifs, tels que les sauces grasses, les aliments gras, ce genre d'éléments, l'ail, l'oignon, les chalotes, les boissons alcoolisées, donc on évitera ça. Mais quelle quantité manger? Ça, c'est important aussi, parce que finalement, ici, je ne vais pas analyser toute la figure, mais la veille de compétition, généralement, vous vous dites, on va choisir moitié d'assiette de féculents. La taille de la main, de toute la main, sur l'épaisseur de la main, de viande, volaille, de poisson, éventuellement 2, les légumineuses et les alternatives végétariennes, si vous avez une bonne tolérance ou si vous êtes végétarien et que vous avez tendance à en consommer souvent. Autrement, évitez peut-être les lentilles ou les pois chiches la veille. Et des légumes, principalement des légumes faciles à digérer, mais pas en trop grande quantité. On peut mettre du pain pour augmenter encore la charge glucidique et sans oublier les fruits, comme je l'ai dit précédemment. Avec ça, vous allez passer une bonne nuit où vous allez charger et notamment après cette nuit, il faut savoir que vos réserves en glycogène au niveau du foie se sont en partie vidées, simplement parce que le cerveau, les organes en ont besoin de ce sucre. Et là, la question qu'on peut se poser, mais quel serait le meilleur petit déjeuner? Alors, vous avez certainement un avis par rapport au meilleur petit déjeuner, mais je peux déjà vous dire que le meilleur petit déjeuner, le matin d'une course, c'est notamment ceci. Et de choisir d'abord un aliment glucidique. Vous verrez, ce n'est pas une erreur. J'ai parlé notamment de baguettes blanches, de pain blanc. On pourrait mettre un overnight porridge ou un porridge fait en minute, des crêpes. On peut mettre des toasts éventuellement avec de la confiture. On pourrait mettre un cake sport, des biscuits secs. Les matières grasses, on ne va pas trop en mettre pour diminuer éviter de diminuer la vidange gastrique, c'est-à-dire le temps de digestion. On va choisir des protéines. Si vous mettez des œufs, plutôt des œufs à la coque, qui sont plus digestes que les autres. Et on choisira aussi éventuellement des produits laitiers. Si vous avez un risque d'intolérance au lactose, prenez un produit pauvre en lactose ou éventuellement un produit de soja. À cela, on va mettre un apport sucré, miel, confiture, gelée de fruits. On va mettre des fruits, mais des fruits qui sont bien mûrs, que l'on sait également qu'on les tolère facilement. Donc, évitez par exemple la banane verte, des compotes, les jus d'orange, selon tolérance. Si vous avez souvent des reflux gastro-œsophagiens, pas indiqué, et notamment, on va mettre une bonne boisson. Et là, vous voyez qu'il faut essayer d'adapter notamment ces boissons en fonction, ou ces produits en fonction du temps de digestion. Donc, dans ce cas-là, au niveau du petit déjeuner, c'est facile, on rentre dans ceci, mais si vous aviez par exemple une compétition l'après-midi, attention, les viandes rôties avec la peau mettent 5 à 7 heures pour être digérées. Imaginez maintenant un plat de poulet rôti, frites, mayonnaise, parce que c'est le repas du dimanche et que vous avez une compétition l'après-midi, dites-vous qu'il faudra peut-être 8 à 9 heures pour le digérer correctement. Donc, première idée. Entre le petit déjeuner et le départ, que faire? Mais à un certain moment, vous allez commencer à vous échauffer. Et là, retenez le slogan, je transpire, donc je bois. Et donc, finalement, vous allez progressivement commencer à élever la température de votre corps. Vous allez commencer à transpirer, donc commencer à boire. Des petites quantités. Il ne faut pas boire de trop grandes quantités. Vous auriez besoin de voir passer plusieurs fois à la toilette en début de course. Mais néanmoins, le passage par les toilettes est essentiel. Pensez à prendre du temps déjà après le petit déjeuner pour vous vider l'intestin et pensez à aller uriner régulièrement pour éviter de démarrer avec une vessie un petit peu remplie. Et puis, ici, quelques situations. Si vous êtes entre 60 et 30 minutes, si vous avez encore une petite faim, vous pourriez prendre des petits éléments glucidiques, des petits morceaux de compote, des bananes mûres, des petites tartines à la confiture, un petit sandwich mou à la confiture, des biscuits secs. Entre 30 et 10 minutes, là, on va commencer à diminuer. On va plutôt continuer à s'hydrater. Et éventuellement, juste avant le départ, on pourrait prendre encore sa boisson sport ou notamment, pourquoi pas,
Dans ce cadre-là, on pourrait prendre par exemple un gel, une pâte de fruits que l'on va bien mâchouiller également pendant 10 à 20 secondes. Ensuite, c'est le départ. Le départ. Alors, si vous avez déjà eu l'occasion de faire les 20 km de Bruxelles ou si vous ne l'avez pas encore fait, mais vous voyez ici, il y a quelques ravitaillements, notamment avec de l'eau de spa au 2e, au 6e, 10e. Vous en avez un ici aux 11,5. Vous en avez encore un juste après Herman de Brou, là, juste avant la montée Tervuren et bien sûr à l'arrivée. Et vous avez également un autre sponsor qui est Powerade que vous allez notamment avoir dans le bois de la Cambre. Et dans ce cadre-là, finalement, vous voyez qu'il y a principalement de quoi s'hydrater, mais il n'y a qu'un seul apport en glucides. Donc, ce qui est essentiel, c'est que si éventuellement on veut monter à du 60 grammes de sucre par heure, il va falloir penser à prendre soi-même ses apports en glucides, que ce soit sa boisson sport maison que l'on peut utiliser peut-être pour les 5 premiers kilomètres ou jusqu'au 6e kilomètre. Ensuite, soit on prend de l'eau de spa avec éventuellement sa poudre de boisson sport qu'on peut mettre dedans ou des taps qu'on pourrait rajouter. On pourrait également, à ce moment-là, prendre plutôt des gels, des pâtes de fruits ou d'autres sources de glucides. Car finalement, vous voyez bien, quand le principe, c'est bien sûr d'avoir de l'eau et des glucides entre 30 et 60 grammes par heure. Qu'est-ce qu'on va mettre notamment comme glucides à l'effort? Bien sûr, j'insiste d'abord pour les boissons, soit de maison, soit de boisson sport, et vous avez la Powerade qui sera là-bas sur place. Et puis, à vous de voir. Vous trouverez éventuellement parfois des bananes, et des gens qui vont peut-être vous distribuer des bananes, vérifiez qu'elles soient bien mûres, j'insiste. Éventuellement des morceaux de raisin, des fruits séchés, tels que les raisins secs par exemple, des petites pochettes de compote, pour y avoir des pâtes de fruits, des gels, ou éventuellement, de temps en temps, certains vont partir aussi avec des morceaux de pain d'épices, ou éventuellement, vous avez de la famille qui sera sur le long du parcours, des biscuits secs, des energy balls. Voilà, ce sont différents éléments. Grâce à ça, finalement, vous arriverez en pleine forme pour l'arrivée. Et là, la première chose qu'on va vous dire, mais bravo, vous l'avez fait. Mais ensuite, vient le réconfort. Et le réconfort, la question à se poser, est-ce que c'est ça le réconfort? Est-ce que c'est ça le meilleur repas d'après-course? Alors, certains vont me dire oui, c'est le meilleur repas de. Après, on a le droit, on a le plaisir. Ça fait des semaines qu'on ne mange peut-être plus ce genre de choses et donc on s'est sacrifié. Pourquoi pas? Alors, je ne suis pas contre, mais attention, il y a peut-être hamburger et hamburger. Et la première chose à se dire, c'est que la course est effectivement terminée, mais la récupération commence à ce moment-là. Et la récupération, c'est comme votre moteur. Vous avez fait beaucoup de routes, eh bien, il va falloir tenir compte de ce qu'on appelle les 4 R. Vous allez devoir refaire le plein, certainement qu'on va mettre de l'huile, on va devoir réparer et remettre de l'eau dans le moteur. Et vous, votre moteur, il va falloir le réparer, l'alimenter de cette manière-là, recharger en carburant, notamment féculents, et éventuellement un petit peu de matière grasse. On va réhydrater avec de l'eau, un potage, des fruits et des légumes. On va réparer grâce aux protéines que vous allez avoir ici, protéines animales ou végétales. Et puis restaurer les vitamines, les minéraux, notamment dans les fruits, les légumes et le potage. Donc, ça, c'est le principe. Mais la première chose, vous allez me dire, je n'ai pas envie de manger un plat complet. La première chose à faire, c'est peut-être de prendre une collation. Alors, une collation qui fonctionne super bien pour la plupart des sportifs de haut niveau, et notamment à votre niveau aussi, c'est par exemple du lait chocolaté avec une banane. Car finalement, le lait chocolaté et une banane contiennent une bonne quantité d'eau, de protéines pour la réparation tissulaire, musculaire. Vous avez pas mal de glucides, vous avez également du calcium, des épicatéchines, ce sont des polyphénols, vous avez du potassium, du magnésium, de la vitamine B6, donc plein d'éléments qui vont vous aider déjà à restaurer les 4 R. Mais on pourrait compenser aussi en plus avec une boisson, éventuellement une boisson une eau minéralisée. Ces eaux minéralisées vont vous apporter encore plus d'éléments, notamment pour la récupération. Après, 1 heure à 3 heures après, on pourrait passer vers un potage, excellent pour la réhydratation, pour le principe d'avoir différents types de minéraux, d'électrolytes dedans. Et ici, on pourrait mettre par exemple un poulet avec purée et compote, ou bien un plat de pâtes. Et j'ai même dit, vous pourriez même manger éventuellement une pizza. Attention, pizza, ce n'est pas la 4 fromages, c'est peut-être pas la salami, c'est pas la bolognaise, mais peut-être une 4 saisons, une margarita, une roquette tomate mozzarella parme. Tout ça va dépendre aussi de votre envie et également de votre capacité digestive. Alors des fruits, et ainsi de suite. Et le soir, on n'oubliera pas, juste avant d'aller dormir,
de prendre par exemple le fameux skyr ou un fromage blanc ou un autre produit laitier ou un lait fermenté par exemple, qui va vous apporter pas mal de protéines et notamment dans ce cas-ci ajouter un fruit pour la récupération. Mais la question, certains disent oui mais la récupération c'est peut-être ça aussi. Alors oui et non. À partir de 2 verres, que ce soit 2 verres de pils, 2 verres de vin, 2 verres de bière, 2 verres de champagne, 2 verres de porto, 2 verres de whisky, eh bien vous constatez que vous avez directement toute une série de problématiques, notamment des hypoglycémies, avec réduction des réserves en glycogène, diminution de la cicatrisation, donc vous aurez plus longtemps mal, vous marcherez plus comme un canard plus longtemps. Vous aurez aussi un gros problème de pouvoir déshydratant. Donc il faut savoir que l'alcool est un puissant déshydratant et vous aurez peut-être plus de problématiques de jambes lourdes, de crampes nocturnes et d'autres éléments du genre. Allô? Attendez, il s'est coincé. Vous me voyez, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, moi, mon ordinateur. Ah, un petit instant. Il s'est coincé. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de souci. Je vais relancer PowerPoint. Je relance PowerPoint. Désolé. Voilà. Voilà, vous voyez la dia? Non, pour le moment pas. On dirait, tu partages? Je suis occupé à... Je vais revoir. Je vais vérifier si le partage se fait correctement. Partager. Voilà, maintenant, on ne la voit pas encore, mais elle arrive. Voilà. Désolé pour ce petit souci technique. Alors, on a vu donc ce qu'il fallait faire pour, avant, pendant, après, mais le gros problème, notamment, c'est le tube digestif. Alors, ce tube digestif, c'est quelque chose de bien connu. On sait que déjà, Bill Rogers avait indiqué que c'était un gros problème. Mais vous voyez ce que l'on peut rencontrer, notamment lors de certaines courses, avec des problèmes d'irritation, c'est par exemple les bananes qui seraient trop vertes, des problèmes de pyrosis, de remontée acide, avec par exemple le jus d'orange ou des oranges. Certains vont avoir des vomissements quand la boisson est par exemple trop concentrée et surtout quand on est déshydraté. Puis vous allez également avoir des points de côté. Mais pire, ces fameuses diarrhées à l'effort que je vous déconseille d'avoir et dans ce cadre-là qui sont clairement en relation avec des apports trop sucrés, un mauvais entraînement du tube digestif et plein d'autres éléments de ce genre. Donc, dans ce cadre-là, première chose à faire, c'est de regarder la boisson. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut peut-être apprendre à avoir la boisson adaptée, une boisson idéale. Et les boissons isotoniques sont préférables aux boissons hypertoniques. Hypertoniques, c'est par exemple des boissons qui seront à plus de 8% de glucides. Mais par contre, si vous prenez trop d'eau, vous risqueriez également d'avoir des problèmes digestifs. Donc, essayez de choisir des boissons isotoniques. Et si vous dites non, je préfère partir avec de l'eau, dans ce cas-là, il va falloir choisir des gels, des pâtes de fruits pour arriver au bon dosage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra aborder ça ensemble. Mais quels sont les grands principes pour entraîner le tube digestif? Car finalement, vous vous entraînez au niveau musculaire, cardio-pulmonaire, vous vous entraînez psychologiquement, mais qui fait un bon entraînement du tube digestif? La première chose, c'est d'éviter la déshydratation. C'est le premier conseil à donner. Si vous êtes déshydraté, vous aurez des troubles digestifs. L'autre chose, c'est d'avoir un bon confort digestif. Donc, pendant les entraînements, d'essayer d'augmenter la quantité de ce que vous êtes capable de boire
d'une part, en volume, mais également d'augmenter la concentration, de mettre de plus en plus de glucides et de vérifier à quel moment vous avez un problème. Et dans ce cadre-là, essayez d'avoir justement cette capacité à continuer à vous entraîner pour augmenter la tolérance digestive. On voit également qu'il va falloir tester éventuellement votre capacité d'absorption et certains auront peut-être besoin de ce qu'on appelle un régime pauvre en FODMAPs. Alors les FODMAPs, c'est un régime dans lequel on va limiter certains éléments qui peuvent être fermentescibles, qui vont donner des problèmes de ballonnement, de douleur abdominale, éventuellement de nausées, peut-être même de diarrhée. On peut penser au lactose, on peut penser aux produits riches en fibres, on peut penser notamment à certains polyols. Il y a 6 éléments de ce genre. Et puis en fait, la grosse erreur, c'est que la plupart des coureurs, notamment, et souvent aux 20 km de Bruxelles, parce que c'est une très chouette course, mais c'est une course qui, finalement, les gens la prennent un peu à la légère et dans ce cadre-là, ne s'entraînent pas suffisamment au niveau de leur stratégie alimentaire et hydrique avant, pendant la course. Est-ce que l'on peut aussi améliorer finalement votre santé intestinale par notamment les fameux probiotiques? Donc, dans ce cadre-là, un petit mot sur les probiotiques. Alors, ici, c'était le rapport, notamment le dernier rapport international avec qui est une position paper, donc c'est vraiment un ensemble d'experts qui ont donné un niveau de consensus. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord, de faire la distinction entre les probiotiques et les prébiotiques. Les probiotiques, c'est quoi? Ce sont notamment finalement, attendez, un probiotique, ici, je vais prendre le petit pointeur qui est apparu, ce sont des micro-organismes vivants et qui vont notamment conférer un bénéfice pour la santé. Ils vont agir sur ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries que vous avez dans l'intestin, mais nous allons voir que ça dépendra de la souche, de la dose, de la viabilité de ça. Et certains aliments contiennent notamment des probiotiques, donc c'est les fermentés, les yaourts à ferment vivant, les kéfirs, certaines boissons lait fermentés, les fromages fermentés, le soja fermenté, et ainsi de suite. À distinguer des prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont notamment, on va dire, la nourriture des bactéries et qui vont sélectionner en fonction du type d'aliment, qui vont sélectionner telle ou telle souche dans votre intestin. Et donc, ça va vraiment nourrir les bactéries du microbiote. Alors, on va principalement les retrouver dans les fibres, mais des fibres qui vont être fermentescibles, c'est-à-dire que les bactéries vont justement les utiliser pour leur bien-être. Et en même temps, le fait de les digérer va produire toute une série de substances intéressantes pour votre organisme. Et vous allez retrouver ça dans l'ail, dans l'oignon, les poireaux, les asperges, les bananes, les légumineuses, les céréales complètes, chicorée, l'inuline, et ainsi de suite. Mais est-ce que ça donne vraiment un bénéfice pour la santé? Alors ici, notamment, il y a plusieurs études qui ont montré que quand on prend des probiotiques, eh bien finalement, il y a une amélioration de l'immunité au niveau de la muqueuse et du système inflammatoire. Il y a une amélioration réelle du système inflammatoire, une amélioration de la perméabilité intestinale, c'est-à-dire qu'elle est moins perméable, elle laissera passer moins d'éléments toxiques au niveau de la lumière intestinale vers notamment le sang. Une meilleure capacité antioxydante, une amélioration de la fonction cardiovasculaire, une amélioration également du microbiote gastro-intestinal et une réduction du stress et une meilleure communication entre l'intestin et le cerveau. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, oui, on voit qu'il y a une amélioration, mais pas chez tous. Tout va dépendre notamment, comme je l'ai dit, de la souche, du dosage, de la durée et de toute une série de modalités. Et pour l'instant, c'est même un peu tôt pour pouvoir dire quelle bactérie donner pour réellement avoir un effet majeur sur la performance chez le sportif. Mais le sportif est généralement quelqu'un qui, si j'illustre par cette dia, qui est quelqu'un qui est fragile. Et alors, on va me dire, il est fragile, il vient de terminer un Ironman, non, il n'est pas si fragile que ça, il l'a gagné. Mais par contre, au niveau de son immunité, on constate qu'il va avoir ce qu'on appelle une dépression immunitaire. Donc, quand on fait des efforts particulièrement longs, intenses, eh bien, dans les 2 semaines qui suivent, généralement, les gens sont beaucoup plus sensibles. Et rappelons-nous notamment un peu ce qui s'est passé il y a 5-6 ans avec le Covid. Eh bien, finalement, il va falloir respecter cette distanciation sociale. Car finalement, notre athlète, eh bien, a une immunité diminuée parce qu'il a fait des exercices intenses et c'est stressant. Il a certainement eu des problèmes de sommeil avant la course. Il est dans un environnement extrême, dans ce cas-ci à Hawaï. Il a fait des longs trajets et au niveau de son alimentation, il y a peut-être des déficits. Car finalement, voyager, faire du sport intensif, induit généralement des insuffisances d'apport peut-être en énergie, en protéines, en macro et micronutriments, et donc c'est important, cela va avoir un impact. Et d'autre part, on sait aussi que faire du sport, eh bien, augmente notamment les problématiques
au niveau des infections respiratoires et notamment du tube tractus haut. Et dans ce cadre-là, eh bien oui, on constate que le fait de ne pas faire de sport, finalement, est moins mauvais que faire beaucoup de sport. Ça veut dire que quelqu'un qui fait beaucoup de sport peut avoir plus d'infections respiratoires que quelqu'un qui n'en fera pas. Alors que quelqu'un qui fera éventuellement du sport plutôt loisir, santé, entre 3 à 5 heures par semaine, généralement aura encore moins de problématiques. Et donc, nous sommes ici dans des situations où vous augmentez votre volume d'entraînement et vous ne voulez pas être malade le jour de la course. Dans ce cadre-là, que faire? Eh bien, peut-être se poser la question, est-ce que je peux modifier mon microbiote intestinal? Alors oui. Déjà, la première chose, si on compare des sédentaires et des sportifs, eh bien, ce que l'on constate, c'est qu'en fonction du volume d'exercice, c'est-à-dire la durée, l'intensité, la musculation, mais également le type de protéines consommées, le type de fibres consommées, vous allez avoir une sélection de certains types de bactéries. Et on va même voir que chez les sportifs, cela va permettre d'augmenter l'absorption notamment de certains acides aminés, de modifier les propriétés physiologiques de plusieurs composants alimentaires. Donc c'est intéressant, ça va les amplifier dans le bon sens. On voit également que l'administration de certaines souches probiotiques peut avoir un effet anti-inflammatoire. Or, finalement, l'effort, chaque fois que vous avez fait un effort, par la suite, chaque fois que vous avez fait un entraînement, excusez-moi, et bien par la suite, vous allez avoir notamment des douleurs avec un léger effet inflammatoire. Alors, le but, ce n'est pas de supprimer l'inflammation, parce que l'inflammation est essentielle pour pouvoir aider à la réparation, à la cicatrisation, à la restauration tissulaire. Mais par contre, si cela s'emballe, cela pose problème parce que vous aurez plus de problèmes de blessures. Et par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est quelle est la composition exacte du type de microbe ou de bactéries à vous donner pour pouvoir justement avoir tous ces effets positifs. Donc, en étant un petit peu encore au début, il faut savoir aussi qu'il y a 3 grandes familles de microbiote intestinal et en fonction de cela, dans quelques années, on espère pouvoir vous donner quelque chose de beaucoup plus individuel. Mais l'autre élément qui va jouer également sur cela, c'est le stress. On voit que, par exemple, quand on fait du sport, si en plus vous êtes stressé parce que vous voulez avoir un temps, parce que vous voulez prouver des choses, eh bien, il faut savoir que pendant l'effort, vous allez libérer toute une série d'hormones qui vont avoir un impact plus ou moins important sur certains organes. Et si vous êtes notamment sensible au niveau de l'intestin, si c'est vraiment l'éponge à stress, eh bien, dans ce cadre-là, vous aurez plus de risques de troubles digestifs et également modification de manière négative du microbiote intestinal. Autre élément, ce qui est bien démontré, c'est que pour éviter notamment ce qu'on appelle l'inflammation intestinale, c'est qu'il va falloir parfois faire attention à certains aliments. Et on sait que l'alimentation de type occidental, avec des graisses saturées, avec beaucoup de sucre, beaucoup de viande rouge, et ainsi de suite, éventuellement des édulcorants, et peut-être le gluten et le sel, peuvent avoir un impact négatif sur le tube digestif. Donc, par contre, notamment les fruits, les légumes, les phytonutriments, c'est-à-dire tout ce qui colore ces fruits et les légumes, mais les poissons, les oméga 3 par exemple, et également une alimentation riche en céréales complètes, avec des fibres, différents types de fibres, aura plutôt un impact positif. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le Leaky Gut syndrome. Ça, c'est une villosité qui est tout à fait normale, avec notamment chaque cellule est bien serrée l'une contre l'autre, alors que dans certains cas, on va avoir plutôt une certaine porosité. Et cette porosité va faire qu'il va y avoir un transfert, notamment de certains éléments, de débris de bactéries, de toxines, et ainsi de suite, qui vont passer, arriver dans le sang et pourraient induire notamment des inflammations au niveau de l'organisme. Enfin, en conclusion, International Society of Sport Nutrition, donc c'est l'article sur lequel je me suis principalement basé sur le microbiote, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que les recherches précliniques et les premières études chez l'humain montrent quand même quelques bénéfices potentiels chez les sportifs, notamment avec une amélioration de la composition corporelle, la réduction du taux de testostérone, notamment lié à l'âge, une réduction du cortisol, donc le stress, diminution des lactates, ça peut être intéressant pour notamment les coureurs de 20 km. Et puis d'autre part, on voit également qu'il y a une augmentation de la synthèse des neurotransmetteurs qui vont jouer sur la cognition, donc le fait de réfléchir, mais également sur votre humeur. Mais, comme je vous ai dit, il conclut pour dire que nous n'avons pas encore
le cocktail exact à vous donner de bactéries. Donc l'idée, pour l'instant, c'est vraiment de varier vos sources et ne prenez pas qu'un seul élément, mais peut-être prendre toute une série de variétés. Posez la question à votre médecin, médecin du sport, médecin nutritionniste, à votre diététicien, qui pourra vous répondre plus précisément comment arriver à équilibrer votre alimentation. Sur ce, je termine mon exposé pour vous dire que finalement, il vous reste encore 180 repas pour vous préparer, tester vos stratégies et surtout profiter de votre course. Sur ce, merci pour votre attention. Mangez bien et sportez-vous bien. Et je suis disponible pour toutes les questions. Merci beaucoup, Serge. Alors, on a eu énormément de questions. On ne pourra probablement pas répondre à tout, mais ce qu'on vous propose, si jamais on n'a pas le temps de toutes les passer en revue, c'est de vous envoyer par la suite un Q&A. Mais voilà, Serge, je vais t'en poser déjà quelques-unes. Quelle eau minérale recommandes-tu, type Vichy, avant, pendant et après une compétition cycliste, par exemple? Cycliste. En fait, tout dépendra. Donc, avant, généralement, on va pouvoir prendre peut-être des eaux un peu minéralisées, telles que, par exemple, alors je vais citer quelques marques pour vous aider, mais ça peut être une Vichy, une Badois, une Contrex. Attention, certaines peuvent être un peu laxatives. Attention à ça. Donc, il faut les tester. Mais l'idée, c'est d'apporter peut-être plus de minéraux et un petit peu de bicarbonate. Alors, le bicarbonate va permettre de limiter l'acidose à l'effort. Pendant l'effort, ça dépendra de la durée. Si vous faites une sortie de moins d'1 heure, vous n'avez pas besoin d'autre chose que simplement de l'eau. Et ça peut être de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, peu importe ce que vous allez choisir. Pour des efforts de plus longue durée, la plupart du temps, on ne va pas spécialement choisir d'autres eaux, mais on va peut-être ajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, des électrolytes pour des efforts de plus de 3-4 heures s'il fait particulièrement chaud, si vous transpirez. Et après l'effort, effectivement, on aime bien les eaux minéralisées, type Vichy, Badois et ainsi de suite. Pas spécialement pour le bicarbonate, parce que ça ne va pas vraiment diminuer l'acidose, ça ne va pas enlever les lactates, mais par contre, comme elles sont bien minéralisées, elles restent plus longtemps dans l'organisme et vont permettre une meilleure hydratation intra- et extracellulaire. Alors, on demande la différence entre boissons électrolytes et isotoniques. Alors, une boisson isotonique, c'est une boisson qui va généralement contenir principalement donc, de l'eau, des glucides et un peu de sodium. Alors que les électrolytes, comme on l'a vu tout à l'heure, vont apporter les 4 électrolytes, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium, et le chlore, bien entendu. Et dans ce cadre-là, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous dites je vais faire un effort et j'ai besoin d'énergie, les électrolytes, simplement les électrolytes, ne contiennent pas de glucides et ne vont pas compenser. Par contre, si vous prenez des boissons sport simples, eh bien souvent, elles ne sont pas adaptées pour des conditions climatiques particulièrement chaudes, pour des efforts particulièrement longs. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir ajouter des électrolytes à ces boissons sport isotoniques. Alors, quelle est l'utilité des principaux compléments type créatine, whey, collagène? Bon, il y en a toute une liste, mais donc on va peut-être cibler la créatine, whey et le collagène. Alors, la whey, donc c'est du lactosérum, donc c'est une des protéines du lait. Elle serait intéressante notamment juste après l'effort, parce que je vous ai montré du lait chocolaté et banane, mais vous pourriez faire également une collation ou un shake à base de whey. Ça va vous remplacer simplement la qualité de la protéine. L'avantage aussi, c'est que c'est une protéine rapide. Ça veut dire qu'elle va être digérée rapidement. Il va faire monter de manière importante tous les acides aminés que le muscle va pouvoir utiliser. Mais attention, la whey toute seule, elle ne fonctionne pas bien parce qu'il faut également de l'énergie. Et cette énergie, c'est notamment apportée par les glucides. Donc, si vous faites de la whey, mettez peut-être dans votre shake aussi une banane, des fruits rouges, voire même du miel, pour pouvoir augmenter l'apport en énergie. Et après un effort de type, par exemple, 20 km de Bruxelles, on va essayer de faire des collations qu'on appelle 4 sur 1, c'est-à-dire 4 fois plus de glucides que de protéines. Donc, visez les 15 à 20-25 grammes de protéines, et puis, dans ce cas-là, certainement 80-100 grammes à peu près de glucides dans la préparation de récupération. En ce qui concerne le collagène, il n'y a pas de consensus international actuellement sur le collagène.
Donc le collagène, c'est ce qui constitue notamment vos tissus au niveau des ligaments, des tendons, des articulations, du muscle et ainsi de suite. Et finalement, on constate aussi que les gens ont tendance à manger de moins en moins de collagène alimentaire. Il est vrai que je vois rarement des gens encore mettre des pieds de porc dans leur potage, des oreilles de cochon, de faire des grands bouillons avec plein de carcasses de volaille. Donc dans ce cadre-là, on mange de moins en moins de collagène. Sauf un plat, mais qui n'est pas celui que je vais recommander, ce sont les fricadelles. Les fricadelles, c'est très riche en collagène, mais ce n'est pas ce que je recommande spécialement. D'accord? Et pourquoi c'est riche en collagène? Puisque justement, il n'y a pas de viande dedans. Donc, dans ce cas-là, le collagène va servir à quoi? Il va permettre, ce sont des hypothèses, et quel que soit le type de collagène, parce qu'il y a un débat notamment sur les influenceurs, entre le collagène marin, bovin, porcin, ce genre de choses. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que le collagène vegan, il ne sert à rien. Ça, c'est clair. Pour les autres, quand j'entends de temps en temps qu'on me dit que le collagène marin, je vais le digérer, mais il va se reformer après dans le sang avant d'intégrer le cartilage, le tendon, le ligament, c'est tout à fait faux. C'est de la science-fiction. Les protéines vont être digérées, dégradées en acides aminés, mais elles ne se reforment pas après. Ça n'existe pas. D'accord? La seule chose, c'est que parfois, il va y avoir plus de tel ou tel acide aminé. En conclusion, sur le collagène, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour l'instant, on ne peut pas le dire. Des études montrent des effets positifs, notamment parfois sur la cicatrisation, sur le retour au terrain, sur la diminution de la douleur, sur la prévention. Mais est-ce vraiment le collagène? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est la technique, la kiné qui est intéressante? C'est difficile à prendre en compte ce genre de paramètres. L'autre chose, c'est que généralement, on va dire qu'il en faut minimum pendant 3 mois avant de peut-être voir un effet positif. Donc, à vous de voir un petit peu par rapport à ça. Et puis, tu avais parlé de la créatine. La créatine, c'est quoi? C'est plutôt utilisé notamment pour les sportifs qui veulent faire de la force, qui veulent faire également des séries à répétition. Donc, quelqu'un qui va faire du 400 mètres, du 100 mètres, aura peut-être intérêt à prendre de la créatine. Ça va permettre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de recharger rapidement nos réserves en ATP. Mais chez les sportifs d'endurance, il y a quand même certaines études, certains qui l'utilisent, dans le cadre où justement ça permet d'augmenter l'hydratation musculaire et peut-être d'augmenter les quantités de glycogène. Mais pour un 20 km, comme on l'a vu, les glycogènes n'est pas peut-être la problématique majeure. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a peut-être pas besoin d'augmenter encore les quantités de glycogène, alors que peut-être sur un marathon, j'aurai une autre réponse. Est-ce que tu pourrais expliquer comment arriver, donc pour quelqu'un, imaginons, qui fait les 20 km en 2 heures, Oui. comment fractionner les apports en glucides, donc pour quelqu'un qui a une boisson isotonique et qui complète avec des barres ou des gels? Donc, dans ce cadre-là, je pense que le mieux, c'est de partir déjà peut-être avec votre boisson sport maison. Si vous arrivez à boire 500 ml de cette boisson sport maison, vous aurez déjà 30 grammes. Donc, ça. Donc, dans ce cadre-là, vous pourriez vous dire que vous buvez ça peut-être sur la première heure et vous avez déjà 30 grammes. Lors des ravitaux, s'il fait particulièrement chaud, n'hésitez pas à prendre la bouteille qui vous sera proposée ou éventuellement l'apport en eau qui vous sera proposé et de boire en plus pour compenser la quantité de sueur perdue. Donc, à ce moment-là, vous avez 30 grammes. Et puis, vous pourriez vous dire qu'au moment où vous allez avoir le Powerade, là, vous aurez, notamment sur la base du sponsor, vous aurez la possibilité de la prendre. Mais le problème, c'est que ce sont bien souvent, alors je ne sais pas comment elles seront servies ici, si ce sera en canette, en bouteille ou autre modalité. Si c'est une canette, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir courir avec la canette. Si c'est une bouteille, vous pourriez courir avec et à ce moment-là, boire aussi sur la dernière heure. Autrement, vous vous dites, je pars sur de l'eau, et là, à ce moment-là, pour la dernière heure, vous prenez plutôt, à ce moment-là, des pâtes de fruits, des gels, et d'essayer d'avoir à peu près 30 grammes de glucides par heure également pour la deuxième heure. Alors, on demande aussi pourquoi ressent-on une sensation pâteuse, collante en bouche lors de la prise de gel ou boisson sucrée pendant un effort intense? Alors, parce que ça dépend du type de sucre qu'il y a dans la boisson. Si vous avez notamment du saccharose, le saccharose, c'est le sucre que l'on met dans son café. Il faut savoir que ce saccharose, quand on est à l'effort, on a déjà une bouche un peu plus sèche. On a ce qu'on appelle une diminution de la salivation, qu'on appelle une hypocyalie, qui va être liée notamment d'une part à la déshydratation, mais également à toutes les personnes qui ont tendance à courir la bouche ouverte et qui vont avoir un flux d'air assez important au niveau de la cavité buccale qui va même la sécher.
Dans ce cadre-là, si vous prenez une boisson qui va être particulièrement riche en saccharose, vous aurez cette sensation de bouche pâteuse. Donc l'idée, c'est une fois que vous avez pris cette boisson parce que vous avez vos apports en sucre, eh bien, prenez d'office 1 ou 2 gorgées d'eau, mâchouillez-la, rincez-vous la bouche, et ça va vous permettre finalement d'avoir une bouche beaucoup plus claire et moins collante. Alors, on demande aussi, donc c'est quelqu'un qui fait de l'Aerox et qui demande, comme c'est un effort intense, si des dextro-énergies peuvent aider à tenir l'intensité. Oui, effectivement, les dextroénergies. Alors, néanmoins, je ne vais pas utiliser les dextroénergies comme seule source de glucides, et j'ai tendance à réserver les dextroénergies comme, entre guillemets, éléments boostants en cas d'hypoglycémie. C'est vraiment la meilleure manière de lutter contre une hypoglycémie. Vous le mettez en bouche, vous le croquez, vous prenez un peu d'eau. C'est ce qui va permettre d'être le plus rapidement digéré et faire remonter le plus vite votre taux de sucre dans le sang. Pour le reste, attention, trop de glucose, je n'ai pas montré ça, mais si je prends trop de glucose et plus de 60 grammes, je risque d'avoir des troubles digestifs avec notamment des diarrhées, des maux de ventre et ainsi de suite, et ce ne serait pas le bienvenu. Donc l'idée, c'est certainement d'avoir une boisson qui va apporter différents types de glucides qui vont être absorbés différemment, du glucose, du fructose, du saccharose, des maltodextrines. Et d'autre part, si je vais par exemple sur des gels ou des pâtes de fruits, j'aime bien les gels qui sont plutôt plus hydratantes, donc plutôt des 60 à 90 millilitres, ou des pâtes de fruits, et là aussi de varier un petit peu pour éviter d'avoir que la même sorte de sucre. Voilà. Alors on a, je pense qu'après on va clôturer là, quelqu'un qui demande combien de temps avant une sortie, genre 20 km, faut-il arrêter, combien de temps avant un événement sportif faut-il arrêter sa consommation d'alcool, sachant que ça déshydrate? Oui, en fait, il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation, donc je ne vais pas vous dire pendant 3 mois, 1 mois. Ce que j'aurais tendance à dire généralement, c'est peut-être d'éviter quand même la consommation d'alcool la veille des sorties longues, la veille et après les sorties longues, ça c'est clair, surtout dans le dernier mois. Et par contre, la dernière semaine, c'est vrai que ce n'est pas recommandé dans ce cadre-là. Alors, là aussi, comme on a dit, un verre peut-être, si vous voulez vraiment, mais sans plus. Alors maintenant, vous avez aussi toutes les bières sans alcool qui sont parfois intéressantes, et ça permet aussi peut-être d'avoir un côté un peu social, mais finalement qui ne vont pas apporter les méfaits de l'alcool. Mais attention, certaines sont particulièrement sucrées. Et puis, vous avez également une boisson, une bière sans alcool protéinée. Voilà, elle ne va pas remplacer la boisson de récupération. Et quand même, juste une question qui peut intéresser pas mal des participants, c'est est-il intéressant de boire encore 500 millilitres d'eau avant de démarrer la course? Alors oui, mais pas comme je le vois souvent, une fois qu'on est dans le box. Il y a plein de gens comme ça qui arrivent très tôt le matin, qui veulent être les premiers au niveau de la boxe et qui vont boire de grandes quantités. Et la plupart du temps, une fois que le coup de canon retentit, la première chose qu'ils font, c'est ils vont bifurquer vers les buissons sur le côté, et donc ou les toilettes, les portes à toilettes. Donc dans ce cadre-là, ils n'ont rien gagné du tout. Donc l'idée, c'est plutôt pendant effectivement la dernière heure de boire 300 à 500 millilitres, 500 s'il fait particulièrement chaud, 300, mais de manière très fractionnée. Mais cela n'empêche qu'il va falloir passer encore à la toilette avant le départ, parce qu'autrement, vous risqueriez d'avoir une vessie remplie. Et là, vous allez voir aussi, comme tous les autres, qui vont s'arrêter au bas de la cambre, derrière les buissons. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup à toi, Serge. Merci à vous d'avoir été présent. Donc, vous étiez plus de 300. Merci à vous. Et on vous enverra donc les mails avec le replay et avec les questions-réponses. Merci à tous. Merci, au revoir et bon 20 km.